Salut à tous et bienvenue pour le grand retour du Rivaliday, l'émission qui s'intéresse aux rivalités historiques de football américain, qu'elles concernent la NFL ou le football universitaire. Le college football, justement, on en parle aujourd'hui avec la rivalité la plus disputée dans l'histoire de la première division. Direction la Big Ten pour parler du duel entre les Wisconsin Badgers et les Minnesota Golden Gophers. Pour la première précision, au cours de cette émission, vous l'aurez noté, bien entendu, je suis tout seul, ce qui n'empêchera pas, bien entendu, de parler de cette rivalité où il y a pas mal de petites histoires à évoquer. J'espère juste ne pas être trop monotone. En tout cas, je vais faire en sorte de l'être le moins possible. Et puis, également préciser donc, que vous retrouverez donc, un épisode sur la NFL très prochainement. J'espère également que la qualité du son n'est pas trop déconnante. On dira que l'écho n'est pas trop notable. Parce que malheureusement, je ne pourrais pas forcément avoir une qualité audio supérieure à celle-là. En tout cas, aujourd'hui. Donc, cette rivalité entre Wisconsin et Minnesota, pourquoi celle-là? Il y avait pas mal d'autres rivalités dont on aurait pu parler au niveau de la conférence Big Ten, bien entendu, the big game entre Ohio State ou Michigan, la fameuse confrontation du Michigan entre Michigan et Michigan State, qu'on abordera d'ailleurs très rapidement tout à l'heure, on aurait pu en parler. Mais bien entendu, ce duel entre Wisconsin et Minnesota, il est éminemment important, puisque même si ce ne sont pas forcément ou ce ne sont plus forcément les deux principales place forte de la conférence Big Ten. En tout cas, c'est la rivalité qui s'est le plus disputée dans l'histoire du college football, avec 131 confrontations au compteur, et ce depuis 1890 ou 96, alors que je ne commence pas à me planter dans mes notes, 1890. Vous comprendrez pourquoi je parle de 96 tout à l'heure, mais en tout cas, donc première confrontation depuis 1890 entre les deux programmes, avec seulement une seule année où les deux équipes ne se sont pas croisées. C'est aussi, on aura le temps d'en reparler un petit peu tout à l'heure. Et donc, forcément, ce n'est pas forcément les deux équipes dont on parle le plus au cours de la saison universitaire, en tout cas un peu moins Minnesota que Wisconsin, mais il y a pas mal de choses à ressortir de cette rivalité entre Badgers et Golden Gophers. La première chose qu'on peut mettre en avant pour contextualiser un petit peu cette rivalité, c'est que forcément, on a affaire à une rivalité géographique. 430 km qui séparent les deux villes où figurent donc les programmes respectifs, que ce soit donc Minneapolis pour Minnesota ou Madison pour Wisconsin. Et on est au niveau de deux États importants, en tout cas très proches, très frontaliers du nord-est des États-Unis, deux États notamment bordés par le lac supérieur. Donc voilà, il y a une proximité indéniable et évidente qui rend déjà ce duel extrêmement important au niveau de la conférence Big Ten. L'autre point important concernant cette rivalité, c'est une rivalité de prestige. Je vous parlais de 1896 il y a quelques secondes. Ce n'est pas un hasard, c'est aussi parce que Minnesota et Wisconsin font partie des programmes fondateurs de ce qui est aujourd'hui la conférence Big Ten, alors qui ne s'appelait pas la conférence Big Ten à l'époque, mais la Western Conference, un petit peu paradoxal quand on sait que ça regroupe des programmes du Midwest des États-Unis, puisqu'on y retrouvait Illinois, Purdue, Northwestern, Michigan, mais aussi Chicago, qui figure aujourd'hui en Division 3, mais qui a longtemps été, en tout cas dans les premières années de la conférence, une place forte d'un point de vue territorial. Et voilà, pourquoi ça s'appelait tout simplement la Western Conference? Parce que pour recontextualiser un petit peu à la fin du 19e siècle, le football américain en était un petit peu à ses débuts aux États-Unis, et c'est vrai que c'était très axé, on dira, sur des places fortes, notamment sur la côte atlantique, avec forcément les incontournables Princeton, Yale, Penn. Voilà, ces écoles qui commençaient à être les plus emblématiques, on dira, concernant le lancement du football américain. Et forcément, même en figurant au sein du Midwest, on était dans ce qui apparaissait le plus à l'ouest sur l'échelle géographique du football américain. Donc voilà, c'est pour ça que pendant de longues années, ça s'est appelé la Western Conference. En l'occurrence, jusqu'en 1922, il me semble, année où ce sera rebaptisé la conférence Big Ten. Mais donc, du coup, on a ces 7 programmes fondateurs donc, de cette conférence qu'on connaît aujourd'hui, dont Wisconsin et Minnesota, qui vont donc jouer des coudes et tenter de jouer les premiers rôles dès les premières années, en l'occurrence. Dernier élément important concernant cette rivalité entre Minnesota et Wisconsin, c'est une rivalité symbolique à plus d'un titre. Le symbole notamment de la récompense qui est remis aux vainqueurs. Il faut le savoir, aujourd'hui, le trophée
qui récompense le vainqueur de cette confrontation entre les deux équipes s'appelle le Paul Bunyan Sachs. Je vais revenir dans quelques secondes. Mais avant ça, il a fallu attendre 1930 pour qu'un premier trophée récompense le vainqueur de cette confrontation annuelle. Et à l'époque, ça s'appelait donc le Slab of Bacon, tout simplement, pas du tout justement. Il s'agissait d'une plaque, une plaque rectangulaire en bois sur laquelle figurait une lettre qui pouvait justement être utilisée dans les deux sens, donc ou un M ou un W en fonction du sens dans lequel on le tournait, donc M et W, bien entendu, les deux initiales des programmes concernés. Et en gros, le vainqueur de ce trophée pouvait l'arborer du coup du côté où figurait l'initiale de sa lettre en fonction donc de l'année où c'est remporté. Je ne sais pas si je suis très clair dans ce que je dis, mais voilà, clairement, si une année Minnesota s'imposait, il pouvait obtenir le trophée en le soulevant du côté où figurait donc la lettre M, au contraire du côté de Wisconsin. Le Slab of Bacon, le terme est un petit peu abstrait pour nous Français. Pour bien contextualiser, alors c'est un peu ce qu'on pourrait traduire grossièrement par l'emblème de la réussite, sachant qu'il y a une expression anglaise donc, qui signifie ramener du bacon à la maison, pour traduire littéralement, ce qui signifie plutôt un petit peu tirer le gros lot. Donc il y a un petit peu cette idée-là dans le bacon, dans le choix de ce terme, et dans la volonté de souligner qu'on a réussi à provoquer la chance de son côté, d'où également la présence de la lettre au milieu de cette plaque, et du coup le sens qui est lié donc au résultat final. Bref, cette petite parenthèse étant terminée, le Slab of Bacon, donc ça va être mis en avant, ça va récompenser tout simplement le vainqueur de cette rivalité à partir de 1930, et ce jusqu'en 1943, donc ça n'aura pas duré très très longtemps. Pourquoi jusqu'en 1943? Parce qu'on va être confronté à une petite controverse au sortir d'une victoire de Minnesota, puisque Wisconsin, qui détenait à ce moment-là le trophée, car vainqueur en 1942, se rend compte que le trophée a tout simplement disparu. Alors c'est ce qu'on pense, disparition mystérieuse, oui et non, puisque du coup pendant à peu près 50 ans, il me semble, on ne va plus du tout entendre parler de ce trophée, qui sera finalement retrouvé donc, dans les années 90 suite à une rénovation du stade. Et pour la petite histoire, il se trouve que même si ce trophée était déclaré comme perdu, on s'est rendu compte que les scores qui étaient notés année après année sur le trophée étaient toujours listés donc, pendant plus de 50 ans. Donc voilà, ça sous-entend bien qu'une personne l'a caché un petit peu à dessein et a continué de tenir le compte-rendu de ces différents résultats. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote également, ce qui est un petit peu paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, ce Slab of Bacon figure, on va dire, dans la vitrine de Wisconsin, en tout cas reste la propriété de Wisconsin à l'heure actuelle, ce qui est un grand paradoxe, puisque entre 1930 et 1943, c'est Minnesota qui a la meilleure fiche dans les confrontations. Wisconsin ne s'est imposé que 3 fois sur les 14 ou 15 oppositions entre les deux équipes. Et bien sûr, l'autre paradoxe, c'est donc que Minnesota avait gagné la dernière confrontation dont je parlais de 1943. Donc voilà. Techniquement, il n'y a aucune raison, à part le fait que ça a été perdu dans les locaux de Wisconsin, que ce trophée aujourd'hui figure chez les Badgers. Parenthèse là de nouveau fermée. Donc on se retrouve sans trophée désormais pour récompenser les équipes. C'est le cas pendant quelques années et ça va changer. Alors, je n'ai plus l'année exactement, malheureusement, j'ai oublié de le noter. Et il me semble que c'est aux alentours des années 50, le Paul Bunyan Sachs qui va être proposé pour récompenser donc désormais le vainqueur de ce duel. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Paul Bunyan, c'est un peu un personnage mythique aux États-Unis, un personnage très emblématique qui symbolise, on dira, le bûcheron des villes un petit peu rural, voilà, très, très costaud, très massif. Et on retrouve d'ailleurs pas mal de statues à son effigie dans certaines villes importantes du nord-est des États-Unis notamment. C'est très caractéristique de cette région-là. Il suffit de voir notamment les beaux bébés, les beaux linemen notamment qui viennent de certains programmes. Pour ceux qui ne connaissent pas la Big Ten, je pense qu'il y a moyen de voir des beaux duels de tranchées en l'occurrence. Et Paul Bunyan, qui est d'ailleurs souvent mis à l'honneur, ce personnage-là dans d'autres rivalités. Je parlais du Michigan State, dont le vainqueur annuel reçoit le Paul Bunyan Trophy, qui est donc un espèce de modèle réduit du personnage de Paul Bunyan. Et là, en l'occurrence, la récompense qui est offerte au vainqueur du duel entre Minnesota et Wisconsin, c'est donc la hache
appartenant à Paul Bunyan, avec du coup également sur le manche, là également le figurant, le récapitulatif, on dira, des scores annuels, donc tenu à jour, match après match. Donc voilà, mine de rien, il y a eu aussi cette petite rivalité liée justement au Slab of Bacon et à la petite controverse qu'il y a eu vis-à-vis de ce trophée. Donc là encore, ça a ajouté un petit peu d'huile sur le feu. Pour revenir rapidement sur cette rivalité, je ne vais pas tout dresser parce que vous imaginez bien qu'en 130 duels, il y a pas mal de choses à ressortir, même si on n'a pas toujours eu des duels haletants entre Wisconsin et Minnesota. Il y a eu beaucoup de périodes où chaque programme avait un petit peu des coups de mou, où forcément ça s'est un petit peu ressenti. Ce qu'il faut savoir historiquement, dans les périodes importantes, le premier duel, je l'ai dit, donc, est en 1890, avec une victoire à l'époque de Minnesota. 1896, j'en parlais, la première saison donc, sous la coupe de la conférence Western, avec justement Wisconsin, qui devient le premier lauréat, en ayant quasiment perdu systématiquement contre Minnesota les premières années. 1896, Wisconsin s'impose, victoire 6-0 contre les Golden Gophers, pour mettre la main sur la Western Conference. Et ils la gagneront d'ailleurs 2 années de suite, en 1896 et en 1897. Minnesota qui rebondit en 1900 en s'imposant désormais pour la toute première fois donc, dans cette Western Conference. Victoire d'ailleurs dans une rencontre extrêmement coup près 6-5 donc, contre Wisconsin. Et ça lancera, on va dire, les fondations de cette époque un peu glorieuse de Minnesota, sous la coupe donc, de Henry Lane Williams, ancien coach notamment de Yale, et qui va emmener Minnesota jusqu'à son premier titre national en 1904, parce que ça aussi, on a un petit peu tendance à l'oublier aujourd'hui, parce que Wisconsin est plus mise en avant, en tout cas, voilà, plus de réussite à l'échelon du college football. Mais historiquement, voilà, Minnesota, c'est 7 titres nationaux, dont on parlera un peu plus en détail, et Wisconsin, c'est un titre, là aussi, qu'on abordera tout à l'heure, de manière un petit peu plus controversée. Mais en tout cas, Minnesota qui s'impose donc en 1904, ce qui nous amène donc à la saison 1906, qui est la seule saison où Minnesota et Wisconsin ne se sont pas affrontés dans l'histoire. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a eu une petite prise de conscience nationale, une des premières en l'occurrence, de la dangerosité du football américain. Et voilà, alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui évoquent le fait que Theodore Roosevelt, le président de l'époque, ait annulé pas mal de rencontres, mais voilà, en l'occurrence, c'était un petit peu soutenu, on dira, par certains programmes et certaines villes locales, justement pour bien s'interroger sur ces différentes problématiques. Donc 1906, coup d'arrêt de cette rivalité, et depuis 1906, ou en l'occurrence depuis le retour de ce duel en 1907, Minnesota et Wisconsin se sont joués absolument tous les ans. On fait un petit saut dans le temps désormais pour s'intéresser aux années 30 avec Minnesota qui va tout simplement être une des équipes les plus dominantes du pays avec leur nouvel head coach, donc Bernie Bierman, ancien running back de Minnesota d'ailleurs dans les années 1910, et Minnesota qui va quasiment tout truster entre 1934 et 1941 avec 5 nouveaux titres nationaux à leur effigie. Une série qui va être interrompue avec malheureusement la Seconde Guerre mondiale et le départ de pas mal de cadres de Minnesota donc, pour renforcer l'escouade militaire, y compris le départ du coach donc Bernie Bierman, qui sonnera clairement le coup d'arrêt footballistique de Minnesota. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, en 1942, c'est Wisconsin qui reprendra la main, qui reprendra la suite dans ce qui est désormais donc, la conférence Big Ten, puisque je le disais tout à l'heure, c'est une conférence qui a changé de nom en 1922. Et donc en 1942, Wisconsin qui remporte non seulement la conférence, mais aussi le titre national. Alors je le disais de manière controversée, tout simplement parce que on dira que les journalistes et les analystes à l'époque ne sont pas tous d'accord sur le vainqueur global. Certains ont plutôt mis en avant Georgia, qui perd un seul match cette année-là contre Auburn. Certains ont mis plutôt en avant Ohio State, mais les Buckeyes ont perdu un seul match cette année-là contre Wisconsin. Wisconsin qui a perdu un seul match cette année-là contre Iowa. Donc c'est vrai que ça, on va dire qu'on se retrouve dans un cas de figure qui est beaucoup moins susceptible d'avoir lieu aujourd'hui, vu les nombreux changements de règles. On peut être très polémique sur les règles des playoffs, les derniers carrés, etc., etc. Voilà, à l'époque, on avait encore du mal à trouver un certain consensus. Et c'est vrai que Wisconsin a en partie ce titre national qui est reconnu, mais pas aux yeux de tous, puisque pour certains, ça peut être aussi considéré comme étant l'année des Buckeyes ou encore des Bulldogs.
On fait un nouveau saut dans le temps pour s'intéresser aux années 1960, avec notamment Minnesota qui va aller chercher son dernier titre national en battant justement les Badgers, qui étaient champions de conférence en titre, hein, victoire 26-7 cette année-là, sous la coupe du nouvel head coach de Minnesota, donc Murray Warmath. Et puis également ce duel de 1962, alors j'en ai pas parlé dans cette émission tout simplement parce que c'est très difficile, vous vous en doutez, de retrouver des images d'archives de ce duel de 1962. Mais voilà, ce qui est peut-être l'apogée, on va dire, de la rivalité entre Wisconsin et Minnesota, deux équipes qui ne se sont pas affrontées très souvent en étant classées à la P-Top 25, eh bien, c'est le cas lors de cette saison, avec notamment la victoire de Wisconsin qui va chercher le titre de conférence contre Minnesota avec une victoire 14-9. J'ai plus exactement les rankings, mais les deux équipes étaient dans le top 10, même au sein de la P-Top 25, et se disputaient très très clairement le titre de conférence. Comme je le disais, c'est pas arrivé tous les ans, loin s'en faut, entre ces deux formations. Nouveau saut dans le temps, on passe aux années 80 avec un petit clin d'œil, on dira historique, et ce duel en 1984 entre Minnesota et Wisconsin, deux programmes qui sont clairement sur une meilleure vague, notamment avec Wisconsin, qui a été repris par le head coach Dave McLean, ancien technicien donc, de Ball State, qui reste sur des bonnes saisons du côté de Madison. Et puis également du côté de Minnesota, on a un certain Lou Holtz qui est arrivé d'Arkansas donc en 1984 pour essayer de remettre un petit peu Minnesota au premier plan. Ça va fonctionner en tout cas sur ce duel à distance avec une victoire très étriquée 17-14 pour Minnesota. L'autre raison pour laquelle j'ai parlé de ce match, c'est que malheureusement, on va y avoir des circonstances assez tristes qui vont s'en suivre, puisqu'en 1985, du côté de Minnesota, on a le départ. Alors, c'est triste pour Minnesota, peut-être un peu moins pour Lou Holtz, puisque du coup, Lou Holtz prend la direction d'ores et déjà, après 2 ans passés du côté de Minneapolis de Notre-Dame, pour le succès qu'on sait du côté de South Bend. En revanche, pour Dave McLean, c'est malheureusement un arrêt cardiaque qui va causer la fin de l'ère Dave McLean du côté de Wisconsin à l'issue de la saison 1985 et qui va pousser Wisconsin du coup, à repartir, on va dire, d'une page blanche avant l'arrivée du head coach Barry Alvarez du côté de Wisconsin, donc en 1990. Et là, de nouveau, c'est Wisconsin, cette fois-ci, qui va se reprendre en main avec notamment des titres de conférence acquis en 1993 et en 1998. Ça nous amène donc à ce contexte de la saison 1999, puisqu'on va en parler dès maintenant. Je le disais donc, Wisconsin, champion de conférence en titre et qui se retrouve aux alentours de la 6e, 7e semaine de saison régulière, à devoir se déplacer à Minneapolis dans une situation un petit peu délicate. Wisconsin qui affiche un bilan de 3 victoires pour 2 défaites. 2 défaites concédées contre Cincinnati et contre Michigan en entrée de la saison. Il y a eu un match extrêmement piégeux en 5e semaine du côté d'Ohio State, qui était co-champion d'ailleurs. Je ne l'ai pas dit, j'ai dit champion Wisconsin en 98. Ils étaient co-champions avec Ohio State. Donc on avait un duel entre les 2 champions en titre de la conférence Big Ten lors de cette 5e semaine chez les Buckeyes en l'occurrence, donc déplacement extrêmement périlleux, et Wisconsin qui va se remettre dans le bon sens. Wisconsin emmené à l'époque par un certain Ron Dayne, running back aux allures de colosse, je pense qu'on peut le dire. On est vraiment sur du running back, on va dire que c'est le Derrick Henry de l'époque, même s'il n'y avait pas forcément la même vitesse, mais en tout cas, c'était vraiment un joueur extrêmement difficile à plaquer. Ça fait partie vraiment de ces Golgoth du backfield offensif qui ont marqué les terrains universitaires et professionnels. Et voilà, du coup, Ron Dayne notamment qui fait un coup d'éclat du côté de Columbus pour permettre à Wisconsin de s'imposer 42-17 et de se déplacer en tout cas du côté de Minnesota avec, on va dire, un peu moins de pression sur les épaules. À l'inverse, pour Minnesota, tous les voyants sont au vert. Le nouvel head coach Glenn Mason entame sa 3e saison avec une progression constante et on se dit pourquoi pas que Minnesota peut être tenté de remettre un petit peu la tête sous l'eau aux Badgers en les remettant à une fiche de 3-3 et en les écartant un petit peu plus de la course au titre de conférence, même si leurs 4 premiers matchs n'ont pas forcément été contre des adversaires extrêmement glorieux. Voilà, parce qu'on parle souvent d'équipes de second plan, Northwestern éventuellement comme équipe notable, mais qui n'était pas sur un exercice 99 extrêmement concluant. On en vient donc à cette confrontation. Pour contextualiser un petit peu, je parlais de la saison difficile de Wisconsin. Ron Dayne, justement, est sur un début de saison un petit peu en délicatesse avec
une épaule notamment qui n'est pas à 100%. Ça lui posera des problèmes d'ailleurs lors de ce match du côté de Minneapolis. Cette attaque de Wisconsin est emmenée par un nouveau quarterback, un quarterback freshman, Brooks Bollinger, quarterback extrêmement mobile au demeurant, mais qui ne dispose pas d'une expérience incroyable pour vraiment prendre la suite des Badgers, co-champions de Big Ten. Et puis offensivement, on a quand même quelques cadres intéressants. Un Chris Chambers, par exemple, le receveur, que certains connaissent notamment pour avoir foulé les terrains NFL au début des années 2000 du côté des Dolphins ou des Chargers notamment. Et puis on a également une ligne offensive extrêmement redoutable, symbolisée notamment par le tackle gauche, Chris McIntosh, qui malheureusement n'a pas eu une carrière NFL suffisamment longue en raison d'une blessure très rapide au cou. Et voilà, Chris McIntosh qui est annoncé comme vraiment une future référence sur le poste de tackle gauche et qui, pour l'anecdote, est aujourd'hui le directeur athlétique de Wisconsin depuis le printemps 2001, puisqu'il a pris la suite de Barry Alvarez, donc vraiment un Badgers pur sang, si on peut l'appeler ainsi. En défense, un peu moins de cadres importants, en tout cas de joueurs qui ont marqué l'histoire. On peut tout de même retenir Jamar Fletcher, le cornerback vedette qui se fera remarquer notamment en NFL du côté des St. Louis Rams et qui aura un rôle éminemment important au cours de ce match. Du côté de Minnesota, tu parlais de moins de vedettes du côté de Wisconsin, côté défensif. Là, très clairement, des vedettes, il n'y en a pas énormément. Les joueurs qu'on peut plus mettre en avant, c'est peut-être Ben Hamilton, le centre de cette équipe. Et puis, éventuellement, en défense, quelques joueurs importants. Je pense à Caron Riley, notamment le edge rusher. Et puis également Tyrone Carter, que certains connaissent peut-être, excellent athlète, notamment qui évoluait sur des retours de coups de pied et qui a passé quelques années chez les Steelers, donc au poste de safety. Le décor étant planté un petit peu sur le bilan de cette saison et sur les forces en présence, on va s'intéresser donc à ce duel d'octobre 1999 avec notamment un premier acte assez surprenant parce que ceux qui connaissent la conférence Big Ten ne sont pas sans savoir qu'on jouait énormément au sol dans cette région des États-Unis et dans cette conférence en particulier. C'est un peu moins le cas ces dernières années, mais historiquement, en tout cas, ça s'est démontré. Et au vu des forces des deux programmes, il y avait tout pour amener pour faire en sorte que le jeu au sol soit à l'honneur. C'est clairement pas ce qu'on va voir en première mi-temps. Rondane, notamment, je parlais de sa blessure à l'épaule, elle va se réveiller au cours de ce premier acte. Et on va se retrouver avec deux attaques au sol qui vont être assez bien muselées. L'avantage pour Minnesota, c'est qu'on peut compter peut-être sur un backfield offensif un peu plus mobile, avec un Thomas Sumner notamment capable d'aller chercher des ballons en sortie de backfield. Et donc ce premier drive notamment du quarterback de Minnesota, Danny Cochran, qui va permettre à Minnesota de marquer d'entrée sur un touchdown à la réception du receveur Arland Bruce. Et ça va lancer un petit peu les hostilités. En tout cas, ça va être le premier pétard de cette rencontre, avant une rencontre qui va quand même être, somme toute, assez cadenassée malgré tout. Ça se termine à 7-0 à l'issue du premier quart-temps. Et les choses vont se décanter un petit peu plus en deuxième quart, avec notamment cette passe longue distance de Brooks Bollinger à destination de Chris Chambers, qui va chercher un gros gain, qui va atteindre la zone rouge pour permettre justement à Rondane d'aller marquer son touchdown de la rencontre et de faire recoller Wisconsin à 7-7. Échange d'amabilité de nouveau dans le domaine aérien en fin de deuxième quart. Thomas Sumner, j'en parlais tout à l'heure, qui conclut une nouvelle screen pass pour redonner l'avantage à Minnesota 14-7. Et on a également le receveur de poche Nick Davis également qui, sur une passe longue distance de Bollinger, va permettre à Wisconsin de recoller à 14 partout. Principal élément, on dira, d'importance à l'issue de cette première mi-temps, c'est ce field goal manqué par Nystrom, le kicker de Minnesota, à la toute dernière seconde de la première mi-temps, alors qu'il était en excellente position face au poteau. Et on va se rendre compte que ça va avoir des conséquences un petit peu fâcheuses pour Minnesota par la suite. Dans le deuxième acte, le jeu au sol de Wisconsin qui avance un peu plus. Ce n'est pas non plus extraordinaire, mais en tout cas, sachant que Rondane est de nouveau un petit peu préservé sur certains jeux, quand il sort, ou en tout cas quand il sort du chapeau, quand il est de nouveau utilisé, on voit qu'il est capable de faire mal à cette défense de Minnesota, qu'il a quand même réussi à pas mal les fatiguer. Pas de touchdown donc en deuxième mi-temps. Un échange de field goal uniquement pour amener un score à 17 partout. Je parlais d'opportunité manquée avec le field goal de Nystrom en fin de première mi-temps pour Minnesota. Deuxième opportunité manquée pour les Golden Gophers en toute fin de match avec une passe trop longue de Bollinger et une interception manquée par William Middlebrooks.
le cornerback de Minnesota, qui sera d'ailleurs un futur premier tour de draft, pardon, en NFL dans les années qui suivent, mais qui n'a pas eu une carrière NFL formidable, genre un petit peu inconstant, et qui là, sur cette action-là, voilà, pour un problème de positionnement de pied, on dira au sol, vendange une interception toute faite, et ça va avoir des conséquences que ça permet à Wisconsin derrière d'inscrire le field goal et d'arracher une prolongation presque inévitable parce qu'il n'y a pas vraiment d'équipe qui se détache, qui ressort vraiment, même si Minnesota, en l'occurrence, a mené toute la rencontre. Wisconsin n'a clairement pas été surclassé. Cette prolongation, elle va permettre à Minnesota d'avoir le ballon en premier. La fameuse règle du college football où on démarre du coup les prolongations des 25 yards de la moitié de terrain adverse. Et Minnesota qui va nous gratifier tout simplement d'un drive absolument affreux sur cette série, avec notamment un holding très rapide pour faire reculer Minnesota et se retrouver à 20 yards donc de la première tentative. S'ensuit du coup une screen pass à destination de Thomas Sumner et le premier jeu clé important de Jamar Fletcher, dont je parlais tout à l'heure, le cornerback de Wisconsin, qui a réussi un bon stop sur le jeu au sol pour faire reculer encore un peu plus cette équipe de Wisconsin de 5 yards. On se retrouve sur une 4e et 25 pour Minnesota, aux alentours des 40 yards, donc compliqué de tenter un field goal d'aussi loin, surtout avec la confiance, j'en parlais, de Nystrom au niveau du jeu au pied. Cochran qui décide de tenter une passe profonde pour faire la décision et qui sera intercepté, bien entendu, par Jamar Fletcher pour permettre à Wisconsin de repartir avec le ballon en main. Il serait reparti, même si le ballon avait touché le sol, en l'occurrence, mais en tout cas, c'est pour montrer un petit peu plus l'importance de Jamar Fletcher sur ce duel. Et Wisconsin, donc, qui ne cède aucun point en prolongation. Et là, à ce moment-là, la clé, elle est simple pour Wisconsin, c'est de donner le ballon à Rondane, de mettre le ballon au chaud. Rondane qui va aller chercher quelques petites courses, notamment sur le côté gauche, pour faire avancer le plus possible le ballon et permettre au kicker de Wisconsin, Pizzetsky, d'aller marquer le field goal victorieux. Victoire 20-17 pour Wisconsin, qui donc, je le disais, s'évite quelques doutes. Je parlais de leur bilan comptable tout à l'heure et des possibles interrogations liées à ça. Il y a un contexte qui était assez particulier également pour Wisconsin, puisque c'est une semaine où Barry Alvarez avait pas mal de problèmes de santé. Enfin, en tout cas, une période où Barry Alvarez avait pas mal de problèmes de santé. Barry Alvarez hospitalisé le jour de ce match en raison d'une arthrite au genou. Et qui était remplacé pour l'occasion par son assistant head coach John Palermo. Donc voilà, du côté de Wisconsin, en tout cas, on s'est évité pas mal de frayeurs, mine de rien, et on ressort victorieux de ce duel face à Minnesota, donc 20-17 après prolongation. Concernant les conséquences de ce duel, elles sont multiples. Tout d'abord, si on s'intéresse à la saison 99, c'était un succès salvateur pour Wisconsin, et pour cause, puisque Wisconsin va de nouveau remporter la conférence Big Ten, cette fois-ci tout seul. Donc voilà, ce n'aura peut-être pas été le cas forcément avec une défaite du côté de Minneapolis. Et puis c'était une saison extrêmement importante pour Wisconsin, sachant que le Heisman Trophy cette année-là est Rondane, sans trop de surprise. Donc 2034 yards et 20 touchdowns à son actif pour devenir le deuxième joueur des Badgers à recevoir le trophée de meilleur joueur universitaire après Alan Amish, running back, donc en 1954. 1999, pour la petite anecdote, c'est aussi la dernière année avec l'ancienne version du Paul Bunyan Zax, qui a été modifiée, puisque tout simplement, donc je le disais tout à l'heure, les scores étaient répertoriés sur le manche de la hache en question. Et bien, il se trouve qu'il n'y avait plus de place pour afficher les scores. Donc à partir de la saison 2000, on a mis tout ça à jour sur une toute nouvelle hache où on n'a plus de nouveau avoir la place pour écrire les scores en question. Sur le long terme, cette rivalité, ou en tout cas ce match de 99 est important parce que ça lance vraiment une période extrêmement favorable à Wisconsin, puisque du coup, à partir de 2003, où Minnesota s'impose sur un field goal à la dernière minute, et jusqu'en 2018, Wisconsin va avoir vraiment, je le disais, la main mise, ou en tout cas vraiment va dominer de la tête et des épaules cette rivalité entre les deux programmes, avec des scénarios même parfois ubuesques, avec notamment un coup de pied bloqué en 2005 pour s'imposer dans les toutes dernières secondes, dans une action un petit peu similaire à ce qu'on a vu il y a quelques années pour une victoire de Michigan State du côté de Michigan. Donc, Brett Bielema, notamment, qui a succédé à Barry Alvarez et qui est devenu head coach donc, de Wisconsin, ne perdra pas du tout, ne perdra pas une seule fois durant son ère de head coach du côté de Wisconsin, alors qu'il a dû rester 7 ou 8 ans à la tête des Badgers.
Concernant le long terme également pour Minnesota, là aussi, Glenn Mason qui va assurer quand même une bonne période en tant que head coach du programme de Minneapolis, avec 3 victoires en bowl, notamment jusqu'en 2005. Mais c'est plutôt l'après Glenn Mason qui va poser problème avec une équipe de Minnesota qui va rester dans le ventre mou très clairement de la conférence jusqu'à l'arrivée de PJ Fleck il y a quelques saisons et de nouveau une prise au sérieux notable avec notamment, je le disais, cette victoire en 2018. Donc voilà, pour Minnesota, on a réussi quand même à se remettre dans le bon sens. Wisconsin, je parlais du rôle notamment de Barry Alvarez, hein, avec son arrivée en 1990 jusqu'au milieu des années 2000. Il faut quand même savoir que Barry Alvarez, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est sans doute aujourd'hui le principal emblème de Wisconsin. Il a donc été directeur athlétique jusqu'en 2021, hein, je le disais tout à l'heure, remplacé par Chris McIntosh, l'ancien tackle, et on a vu qu'il a souvent été appelé en tant que head coach, on dira intérimaire pendant certains bowls à disputer au cours du mois de décembre, suite à certains départs, celui de Brett Bielema, donc au milieu des années, au début des années 2010, pardon, du côté d'Arkansas, et puis celui également de Gary Anderson quelques années plus tard du côté d'Oregon State. Pour la petite histoire également, c'est une rivalité qui perdure, hein, cette rivalité entre Minnesota et Wisconsin, et ce malgré de nombreux changements historiques, j'en parlais, hein, malgré la mise en place de la Big Ten en 1922, mais aussi en 2011 avec le réalignement de la conférence Big Ten, hein, et la fameuse mise en place des divisions Legends et Leaders, hein, de divisions qui avaient des statuts un petit peu particuliers où il n'y avait pas forcément de légitimité, mais voilà, en tout cas, ça faisait peut-être un petit peu bien sur le papier d'équilibrer un petit peu comme ça. Il faut savoir qu'entre 2011 et, j'ai plus l'année exacte, peut-être 2017-2018, Minnesota et Wisconsin n'étaient plus dans la même division, et ça n'a pas forcément mis à mal la tenue de cette rivalité annuelle qui perdure, donc, je le disais, depuis 1906, et qui a déjà vu donc 131 duels avec un avantage donc pour Wisconsin. Je crois que la marge est très, très légère. C'est 62 victoires pour Wisconsin, 61 pour Minnesota et 8 matchs nuls. Donc, quand on voit vraiment la domination des Badgers ces dernières années, on se dit que l'ascendant a longtemps été en faveur de Minnesota au cours de ce duel et que vraiment le revirement de situation s'est vraiment fait il y a très, très peu de temps. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur cette rivalité. J'espère encore une fois ne pas avoir été trop ennuyant ou en tout cas trop monotone dans mon ton, hein. Voilà, il y avait quand même pas mal de choses à dire, mine de rien. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser quelques commentaires pour me dire un petit peu ce que vous en avez pensé. Puis je vous rappelle donc que dans quelques jours, on se retrouve pour parler notamment d'une rivalité NFL. J'aurai mon petit camarade Victor Roulier d'ailleurs en ma compagnie à cette occasion et on abordera une rivalité emblématique là encore de NFL avec beaucoup de duels de playoffs dans les rétros, puisqu'on parlera du duel entre les Dallas Cowboys et les San Francisco 49ers. Très bonne journée à tous et à très vite pour parler d'une nouvelle rivalité Made in Foot US.